Je rends des livres, numéro 34. Je rends des livres et puis je viens en chercher aussi. Alors je suis où? Le 9 novembre 2020. Je suis dans mon bureau à l'université parce que tous les cours passent en distanciel, mais contrairement au confinement du printemps dernier, les sites universitaires restent ouverts. Les sites universitaires restent ouverts, ça peut paraître scandaleux, je sais pas. Moi, je trouve ça très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quasiment personne, il y a très peu de gens. Il n'y a que quelques étudiants qui ont absolument besoin d'avoir accès à un ordinateur parce que sinon, pour eux, les études s'arrêtent. Ils n'ont pas le matériel ou ils n'ont pas les connexions. La bibliothèque universitaire reste ouverte sur rendez-vous avec des créneaux spécifiques. Certains secrétariats restent ouverts une demi-journée ou une journée par semaine, ce qui est indispensable pour maintenir une vraie continuité des études. À l'heure où tous les collèges, tous les lycées, toutes les écoles restent ouvertes, fermer entièrement les universités, ça n'aurait aucun sens. On a beaucoup parlé récemment de scandale qui avait à fermer les librairies. On a vu paraître tout un tas de pétitions, de textes, que pour ma part je trouve complètement délirants sur cette question, parce qu'actuellement on se rend compte que vu la violence de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, ça n'est pas ouvrir plus de commerces qu'il faudrait, ça serait fermer plus de lieux et limiter encore plus les mobilités. Par exemple, peut-être en fermant les collèges et les lycées et en passant là, pour le coup aussi, en distanciel, en permettant là encore des aménagements pour les personnes ou les familles qui ont des problèmes vraiment techniques et des problèmes financiers qui ne leur permettent pas d'assurer une vraie continuité pédagogique, technologique aux enfants et aux élèves. Ça peut se penser, mais en tout cas, masser, comme on le fait actuellement, des millions et des millions d'élèves et de professeurs dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire, à coup sûr du secondaire, ça n'a pas grand sens. Bon, je ne suis pas épidémiologiste, mais c'est pour dire qu'on est un peu en train de tout confondre. Donc oui, les librairies ont besoin de survivre. Et très honnêtement, toutes les librairies que je connais, moi, à Tours, elles ont mis en place un système où on peut échanger par mail, où on peut commander, où on peut aller récupérer les ouvrages. Donc, contrairement au confinement extrêmement dur et ferme de mars-avril, les librairies peuvent continuer à fonctionner et à vendre un peu. Alors évidemment, hein, ça va être très compliqué pour l'activité économique en général, mais enfin, ça reste possible. Bon. Tout ça, c'est pour expliquer dans quel contexte je fais cette vidéo et dans quel contexte aussi je viens à l'université. C'est aussi, alors je dois passer dans deux services différents parce qu'il y a des papiers que je dois signer, il y a des choses qui peuvent se faire qu'en présentiel justement. Et puis aussi, je viens rendre des livres et je viens en récupérer des livres que j'ai commandés. Je viens même consulter sur place un livre que j'ai fait venir au Préentre Bibliothèque. Alors tout ce préambule, ça n'est pas pour raconter ma vie, c'est aussi pour dater cette vidéo, parce que depuis 2 ou 3 vidéos, je rends des livres. Je porte un masque, et dans la dernière vidéo, il y a 15 jours, lundi 26 octobre, il y a eu un commentaire de quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis sur Facebook aussi, et qui m'a dit « Mais pourquoi porter le masque ?» Eh bien, je porte le masque parce que je suis dans mon bureau. C'est un bureau que je partage avec d'autres enseignants, dans lesquels passent les femmes de ménage, etc., etc., dans lequel je suis éventuellement à même de recevoir des étudiants. Alors, pas en ce moment. En ce moment, j'essaie de maintenir tant que c'est possible les rendez-vous étudiants, les cours, tout ça. Ça se fait via Teams, via appel téléphonique, vidéo, etc. Enfin, on trouve des solutions, Jitsi, tout ça. Mais voilà, en théorie du moins. Et donc, une des manières aussi de marquer le coup sur ces vidéos, c'est que on se souvient. J'espère que dans 3 ou 4 ans, on aura besoin de se dire tiens, oh là là, mais c'est quoi cette vidéo? Ah bah oui, c'est vrai, il avait le masque, c'était à l'époque du coronavirus. J'espère que dans 2 ou 3 ans, on sera en mesure de dire ça. Et donc, vous avez peut-être remarqué, mais là aujourd'hui, j'ai un masque en papier, un masque jetable, mais les autres fois, j'avais des masques en tissu. Puis je vais essayer de faire en sorte, au moins, de jamais avoir le même masque d'une vidéo à l'autre. Bon. Venons-en à l'essentiel, ou à ce qui est normalement le sujet de ces vidéos. Quel livre est-ce que je rends? Alors pourquoi est-ce que je prends autant de temps pour parler au début? Parce que je ne rends que 2 livres. Et ce livre-là, parce que la traduction, en fait, je ne l'ai pas lu, ce livre-là, Unbowed, de Wangari Maathai, je l'ai lu presque quand il est sorti. Il a été publié en anglais en 2006-2007, et je l'ai lu très peu de temps après, vers 2009. C'est l'autobiographie, mais l'autobiographie publique, d'une figure publique très importante, Wangari Maathai, Unbowed, un mémoire. Et Wangari Maathai, si vous ne savez pas qui c'est un scandale et je vous oblige à aller vous renseigner pendant au moins une demi-heure en lisant un certain nombre de choses sur le web. Prix Nobel de la paix 2004, kenyane, une militante environnementaliste essentielle, une figure pour moi
absolument essentielle de notre époque contemporaine, morte il y a quelques années. Je ne pourrais plus bien dire en quelle année, je n'ai pas vérifié. Je rappelle que j'improvise totalement ces vidéos. Et la raison pour laquelle j'ai réemprunté le livre de Wangari Maathai, ça n'est pas exactement pour le relire, encore que du coup je me suis surpris à m'y reprendre en quelque sorte, c'était avec la traduction qui se trouve aussi à la BU, pour pouvoir préparer des supports de cours de mon cours de 3e année de traductologie dans lequel je ne recycle jamais rien. Je ne sais pas parce que je ne garde pas des archives très bien rangées, mais depuis 15 ans que je fais ce cours, je dois avoir une pile de documents haute comme ça, où je pourrais avoir, si ce n'était pas en partie dématérialisé, une pile de documents grande comme ça, de textes anglais avec leur traduction française et de textes en français avec leur traduction anglaise et parfois avec plusieurs traductions, des comparaisons de traductions, etc. etc. Peu importe. Donc voilà, je suis venu aussi à la fac parce qu'entre autres choses que je ne peux pas faire chez moi, il y a ça, il y a ces photocopies. Et puis avec ces photocopies, il y a ces documents PDF que je peux générer avec le photocopieur scanner ici, qui fait un seul document PDF à partir de plusieurs pages, et ça en quelques secondes. Ça, c'est des outils pédagogiques absolument indispensables, et ils sont sur le site Tanner, et ils ne sont pas chez moi. Bon, je referme pour de bon la parenthèse sur ces questions contextuelles organisationnelles pour vous lire un extrait, et je vais le lire en anglais et en français, un extrait de Wangari Maathai. Unbowed, et c'est un extrait du chapitre 11, A luta continua, the struggle continues. Ethnicity is one of the major strategies that politicians have used to divide Africans. In 1994, the world witnessed the horrendous genocide in Rwanda that killed nearly 1 million people. And interethnic violence in the Darfur region of Sudan has displaced and killed hundreds of thousands. I do not believe that people who have lived as neighbors for hundreds of years start attacking and killing one another with no provocation or support from those in power. What happens is that politicians stir people up and give them reasons to blame their own predicaments on people from other ethnic groups. This terrible tragedy has cost Africa many lives and many years that could have been used to promote development. When ethnicity is linked to land, the result is often combustible. An example can be seen in the fate of the farm in Naivasha, where the Green Belt movement planted its second Green Belt in 1977. Then much of the land on the farm was still largely virgin, full of acacia trees and giraffes, antelopes and zebras. Since that time, however, a huge flood of settlers from the highlands has come into the area and begun cultivating crops. As a result, the wildlife has disappeared, our trees and the others that were there have been cut, streams regularly dry up, and the whole area is fast becoming a desert. This land, which was always fragile, really should have been kept as grazing ground and not converted into farmland. The soils cannot support the crops, especially from the highlands. During the dry season, pastoralists, herders, that move with the livestock to forage and find water, would bring their livestock to graze on this land. However, because of the destruction of the vegetation, the pastoralists were frustrated in their efforts to find grazing ground and streams. Now, this area of Naivasha on the edge of the Rift Valley has seen repeated conflicts between the pastoralists, who come from one ethnic community, and the farmers who belong to another. This is an all too common example of conflicts resulting from environmental devastation. Moreover, since the arrival of the Europeans, the politics of land in Kenya has been fraught. When independence came and there was a program through which people could purchase land, Kikuyus like my father were in a position to buy some of the settlers' farms on which many had lived as squatters. In the latter years of Kenyatta's presidency, resentment had grown among non-Kikuyus about the power and land Kikuyus were perceived to have amassed during the Kenyatta years. The resentment is often highlighted and exploited by politicians. When President Moi came to power, he gave the impression that he was correcting some of the problems of Kenyatta's administration, when in fact his government was using ethnic politics to displace some communities and in the process appease others. Tribal clashes were witnessed in parts of the Rift Valley and on the coast. The communities most affected included the Kikuyus, Luyas, Maasai, Sabals, Kisis and Luos. In Kenya,
People depend on their land and primary natural resources and are very attached to them. They can quickly make an enemy out of someone who has taken land that is seen as theirs. It was this history and attitude that made it easy in the early 1990s for agents in the government to stir up supporters in the Rift Valley to lash out against other tribes occupying their land. Je m'arrête là, et il faudrait ne jamais s'arrêter, mais ce qu'il faut, c'est lire ce livre. Et si vous avez du mal avec l'anglais, le lire en français, mais je vais même faire une vidéo trop longue parce que je vais vous lire ce que j'ai lu en anglais, je vais le lire dans la traduction française d'Isabelle Taudière. Et c'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson en 2006. Non, 2007, pardon. Donc, le texte anglais est de 2006 et la traduction française est sortie immédiatement après en 2007. Il faudrait aussi tout commenter. Bon, moi, je suis spécialiste d'Afrique de l'Est, donc j'ai énormément lu, énormément enseigné, étudié, notamment les questions coloniales et post-coloniales du Kenya. Donc ce texte est extrêmement riche et il y a des ponts aussi à adresser avec les premiers romans des années 60 de Ngugi wa Thiong'o, par exemple, Grain of Wheat, traduit par Et le blé jaillira, je crois, mais qui, de toute façon est une traduction française indisponible, parce qu'on peut quasiment rien lire de Ngugi en français actuellement. Très peu, et pas l'essentiel de toute façon. Peu importe. Il n'est pas question de Ngugi ici, il est question de Wangari Maathai. Mais il y a énormément de choses. Et ce qui m'intéresse, moi, évidemment, dans ce livre, et c'est pour ça que Maathai est une figure essentielle, c'est que c'est une figure qui, dans son combat, a relié, c'est une des rares qui est reliée de cette manière aussi symptomatique, aussi emblématique, aussi forte, les luttes environnementalistes, les luttes sociales et les luttes du peuple. Ça veut donc dire qu'en fait, tout se recoupe. Ça veut dire que ce qu'elle démontre aussi, c'est que le système néocolonial, il s'exprime politiquement par la confiscation du pouvoir, mais il s'exprime politiquement par la confiscation des ressources et par le fait que la confiscation des ressources dans un système néocolonial capitaliste, et auquel s'ajoute la question de la corruption et de la dictature, finit par donner lieu à ce désastre écologique. Et qu'en fait, ce qu'elle montre très bien, c'est que les désastres écologiques n'auraient pas lieu de la même manière s'il y avait une démocratie du partage des ressources et s'il y avait un maintien du partage de ressources naturelles durables. Et donc c'est vraiment, pour moi, le livre phare presque pour comprendre comment s'articulent les différents objectifs de développement durable, les fameux ODD. Je vais lire en français cet extrait, la vidéo va être très longue, mais c'est pas grave. Les régimes opportunistes ont longtemps exploité les polarisations ethniques comme stratégie première pour diviser les Africains. En 1994, le terrible génocide du Rwanda faisait près d'1 million de morts. Les violences ethniques au Darfour ont déplacé des centaines de milliers de gens et en ont tué des milliers. Je ne peux pas croire que des peuples qui ont entretenu des rapports de bon voisinage pendant des siècles décident un beau jour de se battre et de s'entretuer sans y avoir été poussés par des provocations délibérées et le soutien des forces au pouvoir. Dans des cas pareils, certains éléments de la classe politique fomentent l'agitation et créent de toutes pièces des rivalités afin de focaliser les mécontentements sociaux sur un groupe ethnique désigné comme bouc émissaire. Cette stratégie a fait de terribles ravages en Afrique et a fait perdre au continent des années qu'il aurait pu mettre à profit pour œuvrer à son développement. Et quand le pouvoir entreprend d'envenimer ces dissensions ethniques, en les associant à de très anciens problèmes de propriété foncière, le résultat est souvent explosif. En témoigne l'exemple de la ferme de Naivasha, en lisière de la vallée du Rift, où le mouvement de la ceinture verte avait planté sa deuxième ceinture verte en 1977. Ce que j'aurais dû expliquer, c'est le Green Belt Movement, le mouvement de la ceinture verte, comme il est traduit ici. Je pense qu'en fait, il n'aurait pas fallu le traduire, mais bon, peu importe. C'est le mouvement fondé par Wangari Maathai en 1977. Un mouvement qui est à la fois un mouvement populaire de tentative de se réapproprier la nature, non pas au sens de la réapproprier par les humains, mais au sens d'essayer d'avoir un rapport durable, populaire, équitable, démocratique aux ressources naturelles. À l'époque, les terres de cette ferme étaient encore largement inexploitées, occupées surtout par les girafes, les zèbres et les antilopes paissant parmi les acacias. Puis elles ont été investies par des vagues successives de paysans des hauts plateaux qui, encouragés par la politique du gouvernement, les ont rachetées et mises en valeur. Ils ont arraché les arbres pour faire place aux cultures. Depuis, la faune a disparu et les ruisseaux s'assèchent régulièrement et la région est en voie de désertification. Ces sols auraient dû rester en prairie car ils ont toujours été fragiles et sont au demeurant trop pauvres pour accueillir des cultures intensives.
Pendant la saison sèche, les pasteurs nomades descendaient dans ces prairies pour faire paître leurs troupeaux et trouver de l'eau. Après la mise en culture des terres, ils perdirent ces ressources pour leur bétail. Le nouveau régime de propriété foncière avait non seulement gravement détérioré l'environnement, mais il suscitait également de profonds antagonismes entre nomades et sédentaires, et ces heurts ont cristallisé les haines ethniques. La région de Naivasha fut ainsi, comme bien d'autres, le théâtre de violents affrontements entre les ethnies pastorales et les tribus d'agriculteurs. Depuis l'arrivée des Européens, la question de la propriété de la terre a toujours été un sujet très sensible au Kenya. Au lendemain de l'indépendance, l'État mit en place des programmes de règlement foncier qui permettaient aux anciens employés des colons d'acheter des parcelles sur les énormes exploitations coloniales. C'est là que moi, tout ça, ça me fait énormément penser à A Grain of Wheat, qui le relie aussi à la lutte anticoloniale. Mais Ngugi, lui, il n'est pas environnementaliste du tout. Peu importe. Cette politique profita surtout aux Kikuyu, qui ont toujours été un peuple d'agriculteurs. C'est d'ailleurs dans ce cadre que mon père avait pu reprendre avec d'autres la ferme de M. Neylan. Mais vers la fin de l'ère Kenyatta, les autres groupes ethniques nourrissaient de plus en plus de rancœur à l'égard des Kikuyu, qui au fil des ans avaient amassé les terres. Dès son arrivée au pouvoir, Arap Moi, qui appartient à l'ethnie Kalenjin, c'est amusant parce que là, en fait, la traductrice, elle précise un truc qui n'est pas dans le texte d'origine, parce que alors ça a été précisé en fait avant, donc je pense qu'elle le rappelle, mais c'est pour expliquer qu'Arap Moi, il n'est pas Gikuyu. D'ailleurs, elle traduit par Kikuyu et pas par Gikuyu, mais bon, peu importe. Dès son arrivée au pouvoir, Arap Moi, qui appartient à l'ethnie Kalenjin, s'est employé à monter en épingle ses rivalités et à exploiter ses ressentiments pour asseoir son pouvoir sur des fractures tribalistes. Sous prétexte de rétablir un équilibre ethnique, il joua habilement des antagonismes tribaux et encouragea les incursions de bandes de guerriers Kalenjin pour déplacer des populations entières. Les conflits furent particulièrement rudes dans la vallée du Rift et dans les régions côtières, et outre les Kikuyu, les Luya, les Maasai, les Sabaot, les Kissi et les Luo devaient en faire les frais. Tous les peuples kényans avaient toujours vécu de la terre et des ressources naturelles qui traditionnellement appartenaient à tout le monde. Le rachat de terre dépossédait les peuples nomades de leurs droits de pâture ancestraux et fut perçu par bien d'autres comme une spoliation. Dans les années 1990, le pouvoir sut tirer parti de cette hostilité à l'égard des propriétaires fonciers pour inciter ses partisans à déchaîner leur colère sur les autres tribus qui occupaient leurs terres. Voilà, je m'arrête là, j'ai coupé de manière un peu arbitraire le texte au sein de ce fameux chapitre 11, à luta continua, la lutte continue, the struggle continues. Mais voilà, ça donne une petite idée, un petit éclairage de la manière dont ce livre magnifique, magistral, relie, déjà permet d'avoir l'avis, d'avoir le témoignage de première main de cet immense prix Nobel que fut et qu'est toujours à tout jamais Wangari Maathai, mais aussi de voir comment ça s'articule dans le texte et dans la lutte, comment ces différents aspects s'articulent avec une conception du développement durable qui n'est pas un slogan. Voilà, c'était trop long, mais c'est pas grave. Enfin, moi j'ai déclaré que c'était pas grave. À la prochaine.